Fighting Noise, a non-noise podcast. Bienvenue dans Fighting Noise, le podcast où l'on explore comment des sons inattendus peuvent impacter notre santé, notre travail et notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Hubert Chartin, un entrepreneur à succès et un expert télécom qui s'intéresse entre autres à un danger méconnu, des bruits soudains pouvant blesser des personnes sans prévenir. Nous allons comprendre ensemble ce que sont ces incidents et pourquoi ils arrivent, comment on peut protéger un maximum de personnes. Bonjour Hubert, ravi de t'avoir dans le podcast. Bonjour Julien, merci de m'accueillir sur ce sujet extrêmement intéressant et complexe et d'actualité. Complexe d'actualité et que j'ai découvert à travers toi quand on s'est rencontrés par hasard en novembre dernier. Et donc, je suis ravi qu'on puisse tourner cet épisode aujourd'hui. Avant qu'on parle de ton travail, est-ce que je peux te poser une question plus perso? Quel est ton rapport personnel au bruit, au sujet qui nous travaille énormément chez Fighting Noise? Est-ce que c'est un sujet auquel tu fais attention particulièrement dans ton quotidien? Alors pour moi, c'est un sujet extrêmement important. Les usages aujourd'hui, effectivement, on est confronté au bruit dans différents environnements, notamment favoriser le développement des open space. Et pour avoir travaillé dans les open space, c'est quelque chose où on s'aperçoit que les gens veulent très très vite s'isoler. Finalement, on voit des cloisons apparaître, on voit les gens avec des casques, etc. Et moi-même, à titre personnel, étant beaucoup en déplacement, il y a longtemps que lorsque je suis sur des déplacements train, avion, j'ai automatiquement un casque anti-bruit qui me permet de me concentrer et surtout également de me protéger avec une diminution très très claire de la fatigue quand j'ai des longs déplacements. Tu l'as toujours fait? Je pense que je le fais depuis un certain nombre d'années et c'est des sujets auxquels je me suis toujours intéressé. Alors effectivement, il y a la notion de bruit et la notion aussi justement la qualité des communications qui est aussi liée à la reconnaissance vocale. Donc effectivement, ça fait au moins 15 ans que je m'intéresse à ce sujet-là. Ok, donc tu étais un peu précurseur sur le sujet, c'est canon. On va parler de tout ça et de ton travail, mais est-ce que tu peux commencer par te présenter? Hubert Chartin, qui es-tu? Donc Hubert Chartin, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Weftel, donc ingénieur de formation. J'ai travaillé sur différents équipements et le fil conducteur finalement de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, c'est lié à la métrologie, la science de la mesure. Donc effectivement, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là avec l'application de méthodes mathématiques et des méthodes qu'on appelait traitement du signal à l'époque, qu'on va qualifier d'intelligence artificielle aujourd'hui avec une très très forte avancée dans les capacités de traitement, mais c'est un petit peu le lien de tout ce que j'ai fait. Effectivement, l'élément entre guillemets important, c'est la création de Weftel il y a maintenant déjà 23 ans, qui est une société spécialisée dans la métrologie. Est-ce que tu peux détailler un peu plus l'activité de Wavetail aujourd'hui? Je crois que ça fait, tu as revendu Wavetail, mais tu es toujours, tu en es toujours à la tête. Mais quelle est l'activité principale de Wavetail aujourd'hui? Voilà. Alors je ne dis jamais j'ai revendu En- Weftel, je dis toujours j'ai gagné un actionnaire majoritaire. Donc je suis toujours Pardon. actionnaire de Weftel, hein, et donc effectivement Weftel c'est avant tout une équipe d'experts. Notre métier c'est la métrologie, la science de la mesure. Donc nous allons développer, distribuer et mettre en œuvre des solutions qui sont destinées à optimiser les infrastructures et les applications dans les domaines des télécommunications, des réseaux informatiques, c'est ce qu'on appelle l'IT performance, l'observabilité, aussi la cybersécurité, la photonique, la science des photons. Avec pour cible principale les centres d'appel. Alors non, pas obligatoirement. On a quand même un portfolio global, dirons-nous. Les centres d'appel, ça va être un petit peu à part. Là, on est sur un domaine d'application. Au niveau de Weftel, hein, Weftel aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait partie du groupe CIMAC. Donc, on parle quand même d'un groupe de 1300 personnes. En France, on a 30 personnes. On est rattaché à une entité en Belgique dans laquelle il y a aussi 35 consultants. Et effectivement, on a une entité R&D qui s'est spécialisée dans l'intelligence artificielle et notamment dans la qualité audio liée au centre d'appel. Plus globalement, au niveau de Weftel, on va mettre sur le marché des solutions de test, des équipements de test qui visent à optimiser la performance des infrastructures et des applications et à être à même de développer les technologies en amont et de faire ce qu'on appelle du troubleshooting, dirons-nous, de la recherche des dysfonctionnements en aval pour assurer le maintien opérationnel des réseaux. Pour les auditeurs aguerris de Fighting Noise, je pense que la question se pose, quel est le rapport avec le sujet Fighting Noise? Alors, quand on s'est rencontrés en novembre dernier, tu as tout de suite été très attentif au sujet de No Noise, à la thèse de No Noise, et tu m'as dit, il faut absolument qu'on se parle, parce qu'il y a en effet, je travaille beaucoup sur cette notion de bruit, et là, j'ai été très curieux, mais et surtout très étonné, parce que tu m'as fait découvrir tout un pan du bruit que je ne connaissais pas, en me parlant des incidents acoustiques. Alors, pour notre audience, pour moi également, même si maintenant j'ai appris un petit peu ce que c'est, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont des incidents acoustiques dans les télécoms?
Oui, tout à fait. Alors, on va y venir, mais effectivement, ça, c'est lié à notre métier, où dans notre métier, on fait de l'audit. Donc, c'est ce qu'on appelle de la prestation de services instrumentés. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on bénéficie des meilleurs équipements, des meilleures solutions du marché pour aller faire de la recherche de dysfonctionnement chez nos clients. Et effectivement, chez nos clients, il y a une problématique qui est apparue, je pense que il y a une quinzaine d'années, hein, c'est qu'on a vraiment fait la transition entre ce qu'on appelait les technologies commutées, hein, tout ce qui était RTC, RNIS, vers la voix sur IP, c'est-à-dire le fait de transporter la voix, soit ce qu'on appelle en mode circuit, hein, on réalise un circuit, soit en mode paquet, comme des données informatiques, dirons-nous. Et quand il y a eu cette transition, il y a beaucoup de problématiques qui sont apparues parce qu'on avait une hétérogénéité des infrastructures. C'est-à-dire, on avait des infrastructures, entre guillemets, on pourrait dire anciennes, dirons-nous, basées sur le réseau historique opérateur, et des infrastructures informatiques. Tout cela devait cohabiter et ça a donné un certain nombre de phénomènes, d'incidents qui existent toujours, hein, mais qu'on a appelés incidents acoustiques. Alors moi, je pense que la première problématique, c'est lié à la qualité audio. Alors, avec les réseaux mobiles, on s'est habitué aussi à une détérioration de la qualité audio de nos Mmh. communications. Sur les réseaux fixes, on avait très très peu de perturbations. Sur les réseaux mobiles, tous à un moment donné écartaient son téléphone, hein, parce qu'effectivement, on avait des bruits qui n'étaient pas agréables, on va dire, hein, au bas mot, pas agréables ou pas supportables, et qu'effectivement, malheureusement, qui sont des bruits qui sont générés soit par les réseaux, soit ça peut être les réseaux clients, les réseaux opérateurs, mais effectivement qui sont liés, générés par ces infrastructures complexes dans un monde en plus entre guillemets sans fil. Est-ce qu'on peut comparer ça à ce qu'on appelle les Larsen, notamment sur la Alors scène les Larsen, musicale, par exemple? c'est une des perturbations. Je vais y venir parce qu'effectivement le sujet, c'est d'être capable de caractériser les perturbations pour pouvoir soit les anticiper, les détecter, voire les éliminer. Donc l'Arsène, c'est un phénomène de rétro-boucle. Hein. On connaît ça, les musiciens connaissent ça très très bien. Et effectivement, on peut avoir du Larsen véhiculé par les réseaux. Et après, l'idée, c'est de savoir effectivement qui a généré le Larsen et comment être capable de l'allumer. Nous, on est venu à ce sujet-là parce qu'effectivement, dans les audits, des grands centres d'appel, alors soit d'opérateurs, soit de grandes sociétés françaises, je vais essayer de pas citer de nom parce qu'il y a une notion de confidentialité, on s'est retrouvé dans des conditions complexes où les téléopérateurs de centres d'appel ne voulaient plus travailler parce qu'effectivement, ils estimaient être exposés à un risque, puisqu'on parle d'incidents acoustiques, mais quand les incidents acoustiques, qui sont des perturbations hein, finalement de l'audio, deviennent graves, on appelle ça des chocs acoustiques, et il y a pas mal de littérature. Il faut se poser en amont la notion de la qualité audio. Et la qualité audio, elle est liée à la perception par les utilisateurs, donc il y a toujours un appelant et un appelé, hein, des communications sonores. Et ces communications vont être altérées par des perturbations acoustiques. C'est quoi une perturbation acoustique? Elles peuvent être diverses et variées, mais c'est un événement électroacoustique, c'est rare, c'est imprévisible, Mmh. et c'est conduit. Donc, c'est-à-dire, ça arrive à passer par la bande passante qui est reçue par le casque tel que tu as sur les oreilles. Donc, c'est extrêmement difficile à anticiper, à éliminer. Et en plus, c'est rare. On travaille sur des centres d'appel. Nous, on a développé des solutions d'intelligence artificielle, justement, où l'intelligence artificielle est extrêmement adaptée à cette caractérisation et cette identification des phénomènes d'incidents acoustiques. On nous confie des enregistrements de 3 millions d'appels et en quelques heures, on est capable d'identifier les 3 communications sur les 3 millions qui ont ce Alors, phénomène d'incidents acoustiques. c'était ma prochaine question. Tu dis que c'est rare, on parle de l'ordre d'une communication sur 1 million de communications différentes. Exactement. Les origines diverses, c'est difficile à anticiper, à centrer. C'est plus ou moins important et effectivement, des perturbations acoustiques dans les cas extrêmes vont aller jusqu'à la perte de l'audition de l'opérateur. Il y a un danger. Une télécommunication sur 1 million, on pourrait se dire: «Bon, OK, il y a des bruits bien plus graves Oui, que ça». Si ce n'est qu'une fois qu'elle arrive, potentiellement, en effet, tu le dis, c'est une surdité, et c'est le on cas en parle beaucoup dans exceptionnel. le Hein. podcast, c'est le cas Ouais, exceptionnel, mais qui peut être c'est le cas aussi exceptionnel. passagère ou en tout cas une perte de l'audition. On rappelle souvent dans ce podcast que l'audition, on est à 100 un peu après le début de sa vie et ensuite ça Mm. réduit, c'est très, très difficile de le réparer. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là qui sont finalement toute la journée au téléphone, sont des personnes qui souffrent énormément en termes d'audition. Est-ce qu'elles s'en aperçoivent? Est-ce qu'une personne qui a un casque sur les oreilles et qui entend est-ce qu'elle entend le bruit? Elle est exposée au bruit. Est-ce qu'elle entend ce bruit à tous les coups? Story. Alors quand tu me dis ça, nous on a été sachant dans des expertises judiciaires. D'accord. Donc Mmh. on est allé défendre des clients pour prouver qu'effectivement il y avait un problème. Et je suis tombé face à un expert qui disait que ça n'existait pas.
Bah, je lui ai mis le casque sur les oreilles et je lui ai fait écouter, les phénomènes qu'on avait pu enregistrer et en fait, il y en a certains qui sont vraiment intenables. Après l'oreille, c'est extrêmement particulier puisque effectivement, qu'est-ce qui va provoquer des dommages à l'oreille? Alors, il y a différents types de dommages et différents types de gravité. Mais effectivement, le plus important, c'est que l'oreille s'habitue à un environnement sonore. Oui. Donc si on est dans un environnement sonore, il y a comme une prétention en fait, hein, et c'est un peu un médecin expliquerait ça très, très bien. Mais à partir du moment où l'oreille s'est habituée à un bruit fort, si un bruit un petit peu plus fort arrive, il va pas se passer grand-chose. On va le supporter, on va dire: «Ah, c'est un peu plus fort», on va le supporter. Par contre, si on est au téléphone tranquillement en train de discuter avec un client dans un centre d'appel et que tout d'un coup on a un incident acoustique sévère, là ça devient extrêmement dangereux. Puisqu'effectivement c'est une notion de Dirac, hein, on passe de quelque chose de très très doux à quelque chose de très très fort d'un seul coup. Et c'est effectivement cette amplitude, dirons-nous, qui peut être dommageable. Donc effectivement, on peut avoir différents types de bruits et les bruits peuvent être conduits et induits. Donc ça peut être aussi des interactions entre des réseaux. Ce D'accord? qui concrètement va se traduire comment? Ça peut être une porteuse, par exemple, une fréquence porteuse. Ah, j'ai des enregistrements, hein, je pourrais vous les faire écouter. J'ai des On les enregistrements, on les mais je sais pas s'ils passera peut-être avec passeront, ils un passeront message peut-être pas. Ouais, d'alerte ou on les mettra en oui, je lien dans voudrais les pas quand même commentaires, dans les quelqu'un show notes. et les oreilles, mais typiquement, une porteuse. Une fréquence porteuse qui est dans la bande passante tolérée par le casque et qui vient à un moment donné mettre un bruit extrêmement fort, une amplitude extrêmement forte. Alors les casques protègent, hein, attention, attention, heureusement il y a des protections, mais il y a différents types de douleurs et gênes. Donc il peut y avoir par exemple les symptômes. On peut aller un petit peu sur les symptômes, mais effectivement il peut y avoir une sensation d'oreille bouchée. Il peut y avoir une notion de fatigue. Alors ça, nous on a eu le cas. Dans un Mmh. centre d'appel, on avait une personne sur 130 qui était extrêmement fatiguée. L'oreille, on n'entendait rien, d'accord? Donc on a passé notre solution, donc on a développé une solution d'intelligence artificielle. On a une thèse, hein, sur le sujet et on a, même effectivement des papiers qui ont été déposés, des communications au fil. Effectivement, on s'est aperçu que dans les enregistrements liés à cette personne-là, il y avait des micro-coupures et donc Mmh. le cerveau est sensible aux micro-coupures, même si au niveau de l'oreille, quelque part, on interpole. Donc on ne la Donc ressent pas à l'audition, mais quelque part, on la sent au niveau de la fatigue engendrée. Voilà. on parle beaucoup de bruit. On va essayer c'est un sujet très, très technique. J'aimerais essayer de vulgariser au maximum pour que toute personne, tout auditeur, toute auditrice puisse comprendre. Donc, pour récapituler, notamment dans un centre d'appel, parce que c'est l'exemple même où on a des milliers, des millions d'appels qui sont passés par les personnes. Un appel sur 1 million, en moyenne, est touché par cet incident acoustique, cette interférence technique que l'on peut, tu disais donc, entendre ou non, que l'on peut percevoir ou non. Et tu parlais de la personne qui est fatiguée. C'est une personne qui n'entend pas de bruit particulier, mais dont les micro-coupures notamment, et puis des sons imperceptibles par l'oreille vont la gêner, vont la fatiguer. Et d'autres personnes qui vont avoir un bruit intenable et qui va provoquer une surdité qui peut être passagère ou en tout cas une réduction de la capacité acoustique. Est-ce que j'ai bon jusqu'à présent? Alors oui, mais tu as pas bon sur la statistique. Parce qu'effectivement, dans des centres d'appel, à un moment donné, il va y avoir des événements extérieurs qui vont faire que la qualité va se dégrader. Et là, on sera sur des taux, entre guillemets, d'incidents D'accord. acoustiques beaucoup plus élevés. Et il faut pouvoir caractériser très très rapidement d'où provient le dysfonctionnement. Et je rappelle que les dysfonctionnements peuvent être divers et variés. Il faut savoir qu'on est quand même sur des phénomènes électromagnétique, dirons-nous, et donc il peut y avoir plein de causes. C'est-à-dire effectivement un Mmh. conducteur, il peut être perturbé par énormément d'éléments et notamment par ce qu'on appelle de l'induction. L'induction, c'est le champ magnétique. Mmh. C'est le phénomène que tout courant induit un champ électromagnétique et tout champ électromagnétique induit un courant. Effectivement, nous, on a vu des problématiques d'incidents acoustiques, par exemple, parce qu'on avait des alimentations d'équipements actifs qui étaient défectueuses Mmh. et donc ça arrivait à perturber le réseau et ça arrivait à engendrer des phénomènes sur le réseau qui étaient après conduits par le réseau, par les applications de. On parle des centres d'appel parce que c'est un cas d'usage où il y a énormément d'appels et donc d'un point de vue probabilité, c'est bien plus élevé. Mais finalement, est-ce que c'est est-ce que ces incidents peuvent également arriver sur le smartphone d'un particulier? Est-ce que ça peut arriver sur n'importe quelle installation téléphonique?
Moi, je vais te dire, en fait, on s'est habitué à des mauvaises communications. Si tu réfléchis, quand tu utilises ton téléphone pour combien de fois tu dis à ton interlocuteur, écoute, c'est trop mauvais, je te rappelle. Donc, Et en à ce fait, on s'est moment-là, il faut mieux habitué à une rappeler. détérioration de la qualité des communications. On avait des réseaux historiques, on était sur le réseau fixe, où on était vraiment sur la numérisation de bout en bout. C'était le RNIS notamment, réseau numérique et intégration de services, où là, le signal était numérisé de bout en bout. Et effectivement, on s'affranchissait des différences de niveau de signal, etc. En fait, on avait une qualité quand même assez exceptionnelle. Et sur le réseau mobile, alors c'est aussi lié à la complexité du réseau mobile, à la diversité aussi des technologies utilisées, on s'est habitué aux mauvaises communications, donc on tolère. Après, c'est sûr que des salariés qui travaillent dans un centre d'appel, voilà, c'est la responsabilité de l'employeur de faire qu'ils ne soient pas à risque. Et il y a un certain nombre de documents et d'informations sur Internet. Vous allez, si vous tapez incident acoustique, vous allez vite voir des choses surgir dans les centres d'appel. Donc les centres d'appel, effectivement, sont très surveillés. Le collaborateur dans une entreprise dont le téléphone fonctionne pas très bien, est-ce qu'il va aller se plaindre à son responsable informatique? Est-ce qu'il va arrêter de travailler? Peut-être pas. Non, mais j'imagine le nombre d'auditeurs qui vont entendre ce podcast et se dire: «Attends, je passe ma journée à appeler des clients, par exemple, par téléphone et parfois dans des conditions, catastrophiques». En fait et je peux avoir des problèmes d'ouïe. On a notamment dans nos auditeurs, auditrices, beaucoup de personnes sensibles, d'un point de vue acoustique, au bruit, au son. De façon générale, on dit que le bruit, c'est un unwanted sound, un son, non voulu, non souhaité. Et en Oui, tout à l'occurrence, fait. on parle même de bruits qui sont très bas, sous les 80 décibels dont on parle habituellement comme limite, qui vont venir détériorer la santé, les 55 décibels qui touchent qu'on utilise comme moyenne pour dire que 55 décibels toute la journée fatigue le corps humain. Là, tu nous dis, il n'y a plus la notion de décibels, il n'y a même plus vraiment la notion de perception, ça peut toucher tout le monde. Donc, je pense que beaucoup de personnes vont être particulièrement attentives à ça. Maintenant, j'ai deux Alors, questions. C'est comment le détecter et ensuite, comment y remédier? j'ai pas dit qu'il y avait plus de notion de décibels. D'accord? Déjà, donc ça, c'est la première problématique, il y a toujours une notion de décibels. C'est sûr que le niveau de signal qu'on reçoit dans les oreilles, il est important. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a le niveau du signal un peu instantané qu'on reçoit à un instant T, et il y a aussi l'exposition au bruit sur la durée. Mmh. D'accord? D'accord. Et ça, effectivement, et je crois même que c'est dans le code du travail, mais normalement, on est censé, alors les casques sont censés limiter à 120 dB. Ça commence à 130. faire, ouais, 130. C'est Donc ça laisse passer quand même beaucoup de choses. 130, c'est Et supérieur au bruit d'une cloche d'église si vous êtes à 1 mètre de la cloche. Donc voilà, une discothèque, c'est 115. Une discothèque, c'est 115. Un baladeur à pleine puissance, c'est 110. Un klaxon, c'est 105, par exemple. Un par baladeur assez baladeur, tu fort, viens c'est de 95. par baladeur, Ouais, tu viens de nous donner qu'on écoute de la une, musique avec son... voilà, tu viens de nous donner une idée de ton âge et de mon âge, puisque je comprends aussi tout à Oui, fait de quoi tu excuse-moi. parles. Non, oui, Donc c'est mes documents qui pour sont nos un peu... auditeurs, auditrices Ça qui fait ne trop savent pas ce longtemps que que j'étudie c'est, le sujet. voilà, allez sur Perplexity ou sur ChatGPT, posez-lui la question de ce qu'est un baladeur, ils vous diront. Ouais, c'est OK, quand même donc je c'est Steve Jobs en voyant sa fille avec un baladeur qui a eu l'idée de l'iPod. de l'iPod, Ouais, et l'iPod, c'est un iPhone qui ne faisait que de la musique. Beaucoup vont se poser la exactement. question: «Pourquoi?» Ouais, hem, excuse-moi, on le a des références un peu anciennes. Désolé, On les a des auditeurs. références. En l'occurrence, je suis pas sûr que nos éditeurs aient tous moins de 20 ou 25 ans, donc c'est très Ouais. bien. Non. Hem, Alors, comme quoi un casque, ça laisse 130 passer décibels beaucoup de choses. crête. Ouais, ouais, 130 décibels, c'est énorme. ouais. Ouais, c'est beaucoup. Ado. Et Donc, après, comment il y a le détecter ça? temps, il y a le temps. Alors, c'est le maximum, c'est la limitation. Mais effectivement, il y a le temps aussi d'exposition sur la journée. C'est-à-dire, mais ça, on le voit bien même dans nos iPhones, on nous prévient quand on écoute à un niveau sonore trop important, l'oreille se fatigue. Alors après, les conseils, c'est effectivement les conseils, c'est surtout si on s'aperçoit qu'une communication est détériorée, il faut arrêter la communication le plus rapidement possible. Et c'est ce que nous, on conseille surtout dans les centres d'appel. Donc, dans les centres d'appel, on a des indicateurs. Donc, on a développé une solution qui s'appelle WatchGuard, qui est basée sur l'intelligence artificielle. Avec cette solution, on va pouvoir déjà détecter et caractériser les incidents acoustiques, et on va donner une notation. Donc effectivement, une notation en fonction de la puissance de l'incident, de la durée et de la criticité. Un DTMF, c'est un incident acoustique. Donc Mmh. DTMF, ça vous parle? Donc le DTMS, c'est le Posons bifréquence. voilà, C'est quand expliquons on pour tous tape les sur un auditeurs. clavier, voilà, quand on tape sur un clavier pour voilà, faire un choix dans on appelle un centre d'appel EDF, taper 1, etc. C'est un code DTMF, c'est un code bifréquence. Et il se peut arriver que dans une communication, alors nous, ça s'est arrivé dans les audits, on détecte du DTMF non attendu.
casque. Alors, c'est pas agréable, mais c'est pas trop fort, et puis normalement, ça détruit pas l'oreille. Mais c'est quand même une perturbation. Voilà. Après, il y a des choses, effectivement, un Larsen, c'est beaucoup moins agréable. Une porteuse, c'est beaucoup moins agréable. Et après, effectivement, il y a les phénomènes qu'on n'arrive pas à vraiment détecter. Mais si la communication est de mauvaise qualité, effectivement, il ne faut pas hésiter à raccrocher, dire à la personne, je te rappelle dans de meilleures conditions. Il faut jamais s'imposer une communication dans laquelle vous n'êtes pas confortable. Ça, je pense qu'il Donc faut le prendre cette réflexe d'enlever habitude-là. son casque ou d'enlever le téléphone de l'oreille est un réflexe Oui, humain très bien. extrêmement naturel, mais extrêmement bon pour la santé Ah finalement. oui, 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 effectivement. C'est le premier Co- réflexe. Et se trouver Comment dans de le bonnes conditions. détecter? Comment le détecter? À part votre Alors c'est technologie, votre amusant parce technologie que les détecte ouais, sur les ouais, centres d'appel. Mais ouais. comme ça touche tout le monde, est-ce qu'il faut du coup faire appel à votre société et demander à son à DSI de faire appel à Wavetel pour les découvrir, Alors, pour faire un audit? c'est une expertise extrêmement particulière. Les résultats qu'on a, effectivement, nous on a là j'ai une quarantaine de résultats d'audit sous les yeux, mais effectivement, il y a des problématiques sur les liens opérateurs. Donc ça peut engendrer une action contre votre opérateur, c'est-à-dire le signal que votre délivre votre opérateur n'est pas bon, n'est pas de Mhm. bonne qualité, et effectivement, l'opérateur véhicule lui-même des incidents acoustiques. Donc, il faut être capable déjà de mettre en place toute l'instrumentation pour être capable de dire ça vient du lien opérateur, ça vient en amont, ça vient en aval, etc. Donc ça, c'est un métier, hein, très clairement. Ça peut venir du matériel. Ça peut être un problème au niveau de votre casque, ça peut être un problème au niveau des codecs. Il faut savoir qu'effectivement, dans le transport de la parole, on passe son temps à numériser et à coder. Donc quand on code, on adapte le signal pour son transport. Donc en Mhm. gros, quand je vous parle, et là, vous me voyez sur un PC, ben, ma voix, elle va être numérisée, elle va être codée pour être adaptée à son canal de transmission, et elle va être décodée en face, et elle va être repassée en mode audio. Mais effectivement, tous ces codages ont aussi une influence, d'accord? Et n'ont D'accord. pas la même aussi qualité. Donc, faut être aussi On, attentif aux codecs on qui sont perd en utilisés qualité. dans la voix sur IP. Là, c'est un peu plus pour les DSI, dirons-nous. Mais effectivement, voilà, plus on compresse, plus on détériore, à peu près. Après, il y a des problématiques de configuration. Alors là, on parle plus des sociétés, effectivement, qui ont des gros services informatiques. Bon, la voix sur IP, elle est partout. On travaille en Teams maintenant, pratiquement plus qu'avec de la voix sur IP. Mais Non, mais on si on a parle vu des de la centres d'appel, configuration. mais passer Ouais, sa on journée parle sur des centres Teams, d'appel, mais comme on le des fait dans entreprises tous en les grands général. groupes, Ouais, c'est ça. que des Tout le monde est concerné par ça. on passe notre temps avec un casque sur l'oreille à faire du Teams. On se téléphone plus qu'en Teams. Et on a vu aussi des problématiques de configuration logicielle, notamment dans les bandeaux des centres d'appel, etc. Donc il y avait des choses qui étaient mal programmées. Donc en fait, ça demande une rigueur, une attention à tous les étages, et que seuls des experts finalement peuvent avoir. Faudrait presque instaurer une sorte d'audit sur ces sujets-là pour certifier qu'une installation va être garante de la qualité et de la sécurité des flux audio. Et tu disais, techniquement, c'est vous recevez des enregistrements d'appels, des centaines ou des milliers d'heures d'enregistrements d'appels, et vous analysez ces appels pour comprendre, pour identifier s'il y a des problèmes et quels sont-ils. Alors aujourd'hui, c'est un mode de collaboration avec un de nos clients, qui est un gros acteur du marché français, où effectivement ils ont des centres d'appel partout en France, et quand ils ont un problème, ils nous envoient le fichier. Après, nous, on s'adapte. On avait une problématique sur un centre d'appel qui était lié à la communication entre le poste et le casque. Le casque était relié en filaire, au poste informatique. Ben, on a développé une électronique, on l'a installée sur 110 postes, et on a fait l'audit, et on a trouvé de problèmes venaient. Mais en fait, on est quand même sur des problématiques qui peuvent être extrêmement complexes, et où il faut une maîtrise. Alors nous, on a de la chance, on est déjà, notre métier, c'est la métrologie, la science de la mesure. Donc, on est habitué à mettre en place de l'instrumentation, des équipements de test. Bien sûr, entendu, on connaît toutes les technologies associées, donc les technologies historiques, la voix sur IP, avec ses différents protocoles, et on est à même aussi d'aller récupérer les flux d'intérêt, ce qu'on appelle les flux d'intérêt. C'est-à-dire, pour être capable de comprendre où il y a un problème, donc là on est sur la voix, mais ça marcherait aussi pour la latence dans les réseaux informatiques, et la latence qui peut Mhm. engendrer. Donc la latence, c'est le retard. C'est la latence, c'est du retard de transmission. Si on a du retard de transmission dans la voix, ça va engendrer des problèmes. Et ça va engendrer aussi des problèmes si vous travaillez avec Internet, avec des consultations informatiques ou des applications. Mais Des il faut des problèmes outils spécifiques. des problèmes acoustiques? La latence peut provoquer un La problème latence peut acoustique? engendrer des problèmes acoustiques, quoi. D'accord. Si on reçoit les paquets en retard, ça va être compliqué à reconstituer. Et Il y donc, a une latence minimale pour pouvoir bien transmettre la voix. Voilà, si on a trop de latence, la voix n'est pas bien transmise. Donc les réseaux Ethernet, qui sont le support de la transmission de la voix en voix sur IP, sont censés être qualifiés en termes de latence avant de mettre en place les applications. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce qu'effectivement, non, et on peut rentrer après et puis on mettra tes ouais. coordonnées pour Oui, avec plaisir, avec plaisir. les plus Ouais. ingénieux des ingénieurs Ouais. auditeurs et auditrices de ce podcast. Vous aurez les coordonnées d'Hubert et de Wavetel pour faire un audit de votre côté. Mais je me pose la question en entendant ça, et en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, je me pose cette question. OK, est-ce que je dois faire attention pour mes équipes
Est-ce que je dois faire vérifier cela ou est-ce qu'on est sur un problème de niche? J'entends que la gravité du problème fait que finalement, certes, ça représente peu d'appels, mais s'il y a un problème, ça peut représenter beaucoup plus d'appels et un niveau de sévérité qui est... Donc, en tant que chef d'entreprise, en effet, je suis garant de la qualité. On parle de qualité au travail, mais là, on est garant de la santé de mes collaborateurs. Combien ça coûte de faire ça? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée importante qui empêche beaucoup d'entreprises de le faire? Combien ça coûte, grosso modo, de faire appel à ce type d'audit? Alors, ça va dépendre de l'audit, hein. Donc nous, on a accompagné des clients en expertise judiciaire sur 18 mois. Bon, là, ça, effectivement, on comprend bien qu'on mobilise des ingénieurs, voire des experts. Donc, on a 2 thésards sur le sujet. Donc effectivement, il y a un budget associé. Normalement, sur les audits, on est extrêmement raisonnable. Après, ça permet tout de suite de comprendre quelle est l'ampleur du phénomène, quelle est la gravité. Une journée d'audit chez Weftel avec quand même des ingénieurs spécialisés sur le sujet et avec de l'instrumentation qui correspond. Alors ça va dépendre de l'instrumentation qu'on va devoir mettre en œuvre. Si on est sur une infrastructure d'une société, d'une PME, on va dire 100, 150 personnes, on peut imaginer un budget autour de 3 000, 4 000, 5 000 euros pour une journée Mmh. d'audit. Avec l'instrumentation, hein, on est sur des sondes, voilà, on est sur une sonde de capture voix sur IP, c'est vite un budget de 30 000 ou 40 000 euros. Donc on peut être sur du matériel très 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 dimensionné. Voilà, ça donne un petit peu un ordre OK. d'idée. Donc ça Mais reste si on raisonnable par revient rapport sur, au risque. exactement, ce que j'allais dire. Après, 150 personnes ouais, dans une PME, on parle de mettre 20 € par personne pour exactement. vérifier un risque qui Et peut et et être un vrai problème de santé. ouais. Donc on est Voilà sur un budget qui en et effet reste raisonnable. moi-même, ouais, et je te dirais, moi-même en tant entrepreneur, j'ai toujours voulu, donc nous, on est une petite société finalement, bon, on est une TPE qui est rentrée dans un grand groupe. OK, d'accord. Mais j'ai toujours voulu que mes collaborateurs ils aient les meilleurs outils, pour assurer déjà pour qu'ils soient bien, qu'ils puissent bien travailler et en plus aujourd'hui en termes de RSE, c'est quand même Eh responsabilité oui. sociale, environnementale, c'est quand même extrêmement important et j'ai toujours fait attention à ce qu'ils aient les meilleurs outils pour pouvoir délivrer leurs performances. Et ça fait partie des outils qu'on met à disposition de nos collaborateurs. Et autant on n'hésite pas à certifier un réseau informatique, on est Mmh. d'accord, avec en plus la dimension cyber, donc des choses qu'on sait faire aussi au passage. Mais effectivement, être sûr que nos collaborateurs ont les bons outils pour communiquer dans un monde où effectivement on passe notre temps en visio aujourd'hui, c'est quand même extrêmement important. Et après, effectivement, en tant que chef d'entreprise, on a la responsabilité de la sécurité des collaborateurs. Donc il y a en effet un vrai Il y a un sujet. vrai sujet, il y a un vrai sujet. C'est une question de priorisation des dépenses, Oui. pour l'entreprise, mais qui doit être, alertée je pense qu'à la première personne qui vient parler de ce sujet dans l'entreprise, la question ne se pose plus vraiment. Bah, faut C'est relativiser, hein, quand on voit ce qu'on paye pour un ouais. budget CRM, on doit être à 60 € par personne, par mois. Donc on Oui est à 700-800 et € par collaborateur, bah, chez Wefted, ça fait, vite beaucoup d'argent. mais À et 30, puis voilà, en on tant n'est pas très grand, qu'entreprise, on est petit, hein, 24 000 on investit dans des casques, on investit Oui, dans des cloisons phoniques, on investit énormément dans l'immobilier qui va faire ouais. le tour, dans des cabines pour Oui. téléphoner. Donc finalement, la dépense, le surplus de dépenses, Alors, il faut me aussi paraît pas choisir les énorme. bons casques. Là, tu m'amènes sur un autre sujet. Donc, on est Oui, capable aussi de vous aider à choisir les bons casques. parce que vous Donc, certifiez certains casques plutôt que on est d'autres ou? capable effectivement de passer les tests. Les tests sont normalisés, effectivement. Donc, on a aidé certains de nos clients à choisir les casques. D'accord, c'est Donc, c'est aussi une intéressant, vraie problématique. je te mettrai en relation avec, l'entreprise Safe Here, chez qui Nonoise est actionnaire, qui est interviewé dans ce podcast également et qui propose des boîtiers qui vont, filtrer la voix et sans latence, permettre à 2 boîtiers de se connecter et à 2 cols bleus dans l'industrie, de pouvoir se parler sans latence, en direct et sans avoir besoin d'hausser la voix malgré les 120 décibels aux alentours et quand tu disais que la latence devient un problème technique, j'ai tout de suite une pensée pour eux, parce que justement l'un des points forts de ce type de solution, c'est de pouvoir parler dans des conditions très naturelles et sans latence, heu, qui est pour le confort très important et j'apprends aussi pour la qualité acoustique. Donc c'est intéressant. Hem, alors tu disais enfin vous collectez les données de ces incidents. Est-ce que vous avez des informations publiques? Comment faire pour que le grand public, on est ici dans un podcast spécialisé, Fighting Noise, quand on parle de bruit, forcément, on a une oreille attentive à ce sujet. Mais comment ça se fait que ce problème qui devient un problème sociétal
J'ai une double question d'ailleurs, mais quand tu as fait qu'il est si peu connu, et la deuxième question qui va avec, c'est est-ce que ça va se réduire avec le temps parce que tu parlais d'infrastructures hybrides entre les infrastructures du passé, type Pernis, etc., et des infrastructures où l'ensemble de la voie est numérisé. Est-ce que ça va se réduire avec le temps ou au contraire, est-ce que ça va augmenter? Et pourquoi on ne connaît pas plus ce type de problème? Effectivement, alors 2 questions. Alors, c'est vrai que chaque fois qu'on a travaillé sur le sujet, il y avait beaucoup d'appréhension, hein, de nos clients par rapport à leurs collaborateurs. Très, très clair. C'est un sujet, qui est vraiment, un petit peu, sur lesquels ils communiquent avec beaucoup, beaucoup de réserves. Dans un centre d'appel, il y a une notion de droit de réserve et les gens arrêtent de travailler, hein. Donc nous, on a vu des centres d'appel à l'arrêt pendant 15 jours parce qu'effectivement, ils considéraient qu'ils n'avaient pas les conditions de sécurité pour bien travailler. Donc c'est Et un là, sujet, le coût devient minime. extrêmement sensible et sur lesquels effectivement, ils ne vont pas communiquer. On voit des communications, via les CHST de temps en temps, les Mhm. comités d'hygiène et sécurité. Donc effectivement, il y a une attention, hein, et là, on est sur des centres d'appel bancaires, assurances, etc. Et effectivement, c'est presque les CHST qui sont plus réceptifs aujourd'hui sur les sujets. La deuxième question sur l'hétérogénéité, effectivement, aujourd'hui, on arrive sur des infrastructures de plus en plus homogènes, hein. C'était plus un problème qu'on a eu il y a 4-5 ans, dirons-nous, et aujourd'hui, il y a quand même une rationalisation. Et puis, les ingénieurs travaillent, hein, les protocoles sont de plus en plus adaptés, affûtés. Donc, il y a quand même une vraie prise de conscience de la problématique de la qualité audio dans les applications. Et si vous, en tant qu'utilisateur, vous voyez bien qu'à la fin de chaque communication, on vous demande quelle a été la qualité audio de votre appel. Donc, Oui. c'est une sorte de métrique. On recherche un feedback de l'utilisateur pour essayer de comprendre à quel niveau de satisfaction on est. Ah, en effet, vous communiquez Voilà. une Alors, on sait le faire communication techniquement, hein, ça s'appelle WhatsApp un ou score autre. MOS. Ouais. Ouais. Il y a un score pour la voix sur IP, qui est un score MOS, hein, de 1 à 5, qui permet de déterminer la qualité de la voix. Et effectivement, ça aussi, on sait le calculer à partir des informations protocolaires. Mais ça parle à chacun. C'est-à-dire qu'en effet, cette métrique ou cette question à Ouais, la fin d'une conversation WhatsApp, je veux dire, exactement. ou autre, et ça existait déjà autour de Oui. Skype et compagnie, n'hésitez pas à donner un vrai retour, puisque ça va permettre d'optimiser les installations et les infrastructures pour la Oui, suite. donc Et ce donc qui, les éditeurs de solutions sont extrêmement conscients de la problématique. Et derrière aussi, il y a une évolution des infrastructures réseau, hein, où effectivement on monte en débit, etc. Et donc ça permet aussi de fluidifier le transport des informations, le transport de la voix et des protocoles associés. Donc aussi, on a un réseau qui n'arrête pas de monter en puissance et qui facilite, hein, bien entendu, la tenue des performances. est-ce qu'il y a euh, des lois quelque part en Europe sur le sujet, pour une législation particulière qui doit imposer aux entreprises de travailler ce sujet? Alors, il y a des normalisations, effectivement, mais il n'y a pas. Il y a des normes sur les casques, très clairement, hein. Écrêtage 130 dB. Donc, il y a des normes sur les casques. Après, ils sont plus ou moins performants, hein. Nous, on est capable de les remesurer avec un robot, avec un banc de test complet, etc. Mais je pense qu'effectivement, faut que chaque responsable, hein, donc c'est plus des DSI, hein, on est d'accord, soit conscient qu'il faut vraiment qu'il assure une vraie qualité de service sur ces applications et que ça passe par une expertise de l'ensemble du poste de travail. Effectivement, on délivre la voix finalement à l'utilisateur et jusqu'au casque audio. C'est extrêmement important. Donc j'entends que le problème peut être très grave, qu'il est peu fréquent, un appel sur 1 million, mais que s'il y a un problème, le problème peut devenir beaucoup plus courant, beaucoup plus fréquent et avoir une sévérité très importante pour la santé des collaborateurs, que le coût est relativement moindre et donc ça vaut le coup. C'est rentable rapidement pour la santé des collaborateurs de faire le geste. Il n'y a pas d'obligation légale à le faire et il y a une amélioration des installations des infrastructures globalement qui fait qu'il y aura peut-être moins de problèmes à l'avenir. En attendant, déjà, on n'est pas à l'avenir, il faut s'en occuper maintenant. Et deuxièmement, l'augmentation du nombre d'heures passées au téléphone, sur Teams, comme tu disais, on passe, dans le monde corporate, on passe facilement 8 heures par jour sur Teams ou Google Meet. Donc là, en l'occurrence, on augmente la probabilité qu'il y ait un problème, même si techniquement, les appareils sont de plus en plus fiables.
ce résumé, j'ai une conversation qui peut aller très, très vite dans le technique, donc j'essaie de vulgariser au maximum pour, embarquer tout le monde sur ce sujet qui est hyper sérieux en soi, mais de niche, mais très sérieux et qui est très important. Je pense que c'est bien qu'il y ait un maximum de personnes en aient conscience et qu'un maximum de personnes en parlent autour d'eux. Donc est-ce que ce résumé est juste? Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important pour nos auditeurs et auditrices? Non, 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 ça me semble être un bon résumé. J'espère que je suis pas parti trop à droite, à gauche, un petit peu dans tous les sens, puisque le sujet est complexe et on peut en parler Oui. des heures. Mais effectivement, il y a deux choses à retenir, hein. Ne jamais se contenter d'une mauvaise communication. Faire l'effort de comprendre de ce qui se passe ou se faire aider, c'est-à-dire ne pas accepter, comme tu le dis, hein, de travailler 8 heures par jour sur une communication qui n'est pas on peut commencer par dire agréable, parce qu'elle aura des conséquences et elle va avoir un effet. Donc, elle peut avoir un effet immédiat si jamais les niveaux sont trop hauts, et elle peut avoir un effet aussi sur la durée si effectivement on subit, même sans le savoir, une communication altérée. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a l'idée du conscient et de l'inconscient. Donc, si on peut subir une communication altérée et ne pas s'en rendre compte. Ça, nous, on a été extrêmement étonnés, hein. C'est un des audits qu'on a fait l'année dernière, et la personne se plaignait. Et il y a un phénomène, hein, à partir du moment où on dit qu'il y a un incident acoustique dans un centre d'appel, on en trouve 10 ou 20. Donc il y a aussi un phénomène humain où tout le monde commence à avoir des chocs acoustiques. Heureusement, c'est quand même relativement contrôlé. Et nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on s'est rentré dans le factuel. Et après, ce qui est important aussi, donc même sur les, voilà, quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est de bien optimiser son infrastructure informatique. Être sûr qu'effectivement, on va pas engendrer des défauts dans les communications qui sont acheminées. Donc effectivement, ça passe par les bons outils, ça passe par un environnement Wi-Fi optimisé également, puisqu'on peut être aussi perturbé, hein, par, la partie véhiculée sur les réseaux informatiques. Donc faut une attention sur l'ensemble du système d'information. En fait, la communication, la qualité de la communication audio, c'est une résultante. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et ça intervient à tous les étages. Hubert Chartin de Wavetail, je pense que ce sujet, va avoir ouvert les yeux ou les oreilles, à un maximum de personnes, un grand pourcentage des auditeurs et auditrices de ce podcast, parce que je pense que c'est un sujet très méconnu, mais qui mérite de l'être. Donc j'étais ravi que tu nous rejoignes aujourd'hui pour parler des incidents acoustiques dans le monde de télécom. Pour les auditeurs et auditrices, j'ai tendance à poser la question: que peuvent-ils faire pour toi? J'ai envie de répondre: voter et dire si la communication était bonne ou non, parce que le SCORMOS va t'aider. Qu'est-ce que tu peux faire pour les auditeurs et auditrices? Je pense que tu auras sauvé l'audition et bien plus, parce qu'on parle de niveau de fatigue, de performance de beaucoup de personnes qui vont se poser la question et peut-être ouvrir une brèche dans leur entreprise. La meilleure façon de te contacter, c'est de te contacter comment? Sur LinkedIn, LinkedIn. Ouais, oui, sur LinkedIn. LinkedIn? Ouais, Très très bien. bien. Eh bien, je mettrai ton profil LinkedIn la description de cet épisode. Merci beaucoup, Hubert, pour ce Avec temps plaisir. passé. Et Avec puis, plaisir. et si vous avez écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Comme on est sur un sujet qui peut aller très loin techniquement, et qu'on a aussi besoin de vulgariser, que vous soyez côté ingénieur ou pas, dans de l'audience, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager autour de vous, à en parler et à ouvrir la discussion, et faire en sorte qu'on réduise au maximum et pourquoi pas à zéro ces incidents à l'avenir. Merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Merci, avec plaisir.